Donc alors, commençons par mes remarques. Mes remarques, il y a un constat qui est quand même très fréquent lorsque je fais des supervisions, qui est la difficulté pour vous à garder une ligne fondamentale, celle du sens du symptôme. Alors, je vais y revenir là-dessus parce que c'est vraiment capital. Le symptôme, c'est comparable à la fièvre. Bon, évidemment, si elle est trop élevée, il n'est pas mauvais de la diminuer un peu, mais se concentrer uniquement sur le symptôme est une erreur. Et c'est une erreur qu'on a tendance à faire. Donc, exemple, les disputes, puisque une des personnes présentes a présenté un cas dans lequel il y avait beaucoup la question des disputes et elle travaillait là-dessus. Les disputes, il y en a pratiquement inévitablement quand on voit un couple, puisque finalement, les disputes, c'est la fièvre due au fait qu'il y a une maladie quelque part. Mais cette fièvre, elle a un sens à découvrir. Et passer son temps à chercher à diminuer les disputes, c'est passer à côté de l'origine de la fièvre. Donc, encore une fois, premier leitmotiv, ne cherchez pas à diminuer le symptôme. Ou plutôt, ne vous laissez pas fasciner par la demande des patients à ce propos. Bien sûr qu'elle va être présente. Docteur, je vous en prie, faites baisser ma fièvre. Alors, on s'en fout de la fièvre. Ce qui compte, c'est la maladie qu'on va soigner, quoi. Donc, premier leitmotiv, ne cherchez pas à diminuer le symptôme. Le deuxième leitmotiv, aggravé en rouge au-dessus de votre tête, c'est chercher le sens positif du symptôme. Et pour vous aider à mémoriser ce leitmotiv de chercher le sens positif du symptôme, voilà un rappel mnémotechnique à avoir toujours à l'esprit, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert? Dans l'interaction pendant le temps de la séance, bon, à quoi ça sert interactionnellement, ou bien encore plus profondément, et c'est surtout là-dessus que je veux insister, à quoi sert le symptôme? Interactionnellement, bon, à quoi ça sert que madame, qui a dans le couple une position forte et écrasante, se mette à tout propos à pleurer durant la séance sans pouvoir répondre? À quoi ça sert que monsieur se mette en colère dès qu'il est question d'un changement proposé par sa femme, etc., etc. Bonne question, à quoi ça sert plutôt que de se laisser prendre par l'interaction telle qu'elle est au moment où elle est. Donc je vous laisse chercher les réponses à ces deux questions, madame et monsieur. Mais surtout, j'ai parlé du sens positif du symptôme. On pourrait se dire, face à un symptôme, à quoi ça sert de positif pour le couple d'avoir tel ou tel symptôme, que l'un ait tel symptôme, que l'autre ait tel symptôme. À quoi ça sert que monsieur soit éjaculateur précoce pour le couple? Et positif. À quoi ça sert que madame soit déprimée malgré tous les traitements qu'elle prend? À quoi ça sert que monsieur s'alcoolise, etc., etc. Bon, je suis d'accord sur deux points. Effectivement, ce sont des symptômes pathologiques qui trouvent leur origine dans le système intrapsychique de la personne qui les porte. Ok. Mais c'est pas ainsi qu'on va les traiter. Et donc, de ce fait, la façon dont nous allons les considérer est très contre-intuitive. À quoi ça sert de positif le symptôme? C'est pas intuitif. Intuitif, c'est quel est le problème de cette personne avec ce symptôme? Mais en fait, cette approche contre-intuitive est très riche de possibilités, de très grandes possibilités. D'une part parce que elle lève notre étiquette intérieure. Et ça, je vous ai souvent dit à quel point c'était dangereux d'avoir cette étiquette psychopathologique à l'intérieur de soi. Alors que si on n'a pas cette étiquette psychopathologique et qu'on se dit à quoi sert le sens positif du symptôme, eh ben du coup, au contraire, on va susciter un effet Rosenthal positif. Et d'autre part, cette façon un peu bizarre de prendre les choses introduit systématiquement, si vous l'avez à l'esprit, si vous le faites, une compréhension du système couple que vous avez en charge. C'est-à-dire, il s'agit de penser système couple. Ainsi, monsieur n'est pas éjaculateur précoce avec d'autres femmes qu'avec sa femme.
Madame n'est pas déprimée dans l'association à laquelle elle donne du temps bénévole. Monsieur s'alcoolise plus particulièrement à un certain moment dans la vie du couple. Donc, du coup, ça pose des questions. Et on peut se poser la question, à quoi sert de positif pour le couple d'avoir tel ou tel symptôme? Prenons chacun de ces 3 symptômes. Éjaculateur précoce, on en a déjà parlé. Bien sûr, il y a plein de dimensions intrapsychiques de ce monsieur pour le choix de ce symptôme. Mais là, ça nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est que avec ce symptôme, peut-être que le sens, c'est de protéger sa femme d'une sexualité qu'elle supporte mal, par exemple, ou de la pénétration, ou de choses fantasmatiques, inconscientes, qui ne sont pas forcément claires à l'esprit ni de l'un ni de l'autre, mais protéger sa femme et donc par là protéger son couple. Dans le même ordre d'idée, ça aurait pu se manifester, toujours pour protéger sa femme et son couple, par de l'impuissance ou un problème de dégoût dans le contact ou je ne sais quoi. Donc, c'est ça l'idée, vous voyez, c'est... et ben finalement, c'est pour un symptôme d'éjaculateur précoce, c'est une capacité à se sacrifier pour protéger sa femme. À quoi ça sert que madame soit déprimée constamment? Eh bien, peut-être que ça sert à protéger son mari et donc par là son couple, à ne pas être lui-même déprimé, ou à se sentir fort et sauveteur. Bref, ça a une fonction dans le système couple. À quoi ça sert que monsieur s'alcoolise? Bon, l'alcoolisme, comme toutes les dépendances, c'est à la frange entre 2 questions différentes. La question du système couple et la question de la dépendance. Dans la question interactionnelle du système couple, ce que vous verrez très souvent quand vous recevrez un couple avec une problématique alcoolique de l'un ou de l'autre, c'est que le cas le plus fréquent, c'est madame est froide, frigide, critique, juge, elle se présente d'une façon très carrée, elle en a marre, elle en peut plus de cet homme qui boit tout le temps et qui ment toujours en disant qu'il va arrêter, etc. Madame. Et donc elle est à distance, elle se tient à distance, elle est froide, elle veut pas de contact, etc. Et monsieur, sous son alcoolisme, est en fait un fusionneur. Il voudrait de la fusion. Il voudrait de la fusion, mais comme dans ce système couple, elle est très éloignée et lui, il est très fusionneur, eh ben, il oublie ce douloureux manque fusionnel grâce à l'alcoolisme. Et ça, il s'oublie avec ça et il peut continuer le couple en oubliant son propre manque. Ça paraît complètement paradoxal et pourtant, c'est l'aspect positif du symptôme. Le négatif, bien sûr, dont il est porteur, la souffrance du manque sort parfois grâce à l'ivresse, mais en fait, c'est le cri infantile en lui. En réalité, l'adulte évite de faire mal à sa femme en s'assommant avec l'alcool. Façon complètement différente de prendre les choses. Et si par hasard il arrête de boire, s'il lui offre des fleurs, s'il lui offre son amour, s'il est tout gentil et tout, eh ben, il n'est pas rare qu'elle lui propose des verres d'alcool. C'est toujours le système de la distance, quoi. Il devient beaucoup plus sympa, plus proche de ce qu'elle veut, etc. Et elle, du coup, est conduite, dans un premier temps, elle est tout à fait contente, et tout de suite après, elle remet de la distance. En fait, on a un problème de couple avec la distance X. Donc, lorsque le couple vient, ben, vous aurez la scène habituelle, hein, madame froide, critique, parentale, n'en peut plus, et monsieur qui minimise son alcoolisme, c'est pas grand-chose, puis qui se défend mollement, écrasé dans son fauteuil. Eh ben, malgré tout, on peut penser que chacun des deux protège le couple avec son comportement. Madame, en essayant d'avoir un couple conforme à son attente idéale, c'est l'histoire de l'entreprise de perfectionnement, et du coup, elle se sent obligée de critiquer violemment,
en espérant que l'autre se conforme à son attente et que ça devienne le couple idéal, et monsieur en essayant de faire disparaître son désir fusionnel pour ne pas encombrer sa femme, et en remplaçant cette appétence fusionnelle par une appétence à une fusion artificielle avec son addiction, avec une substance. Donc ça, c'était le premier niveau quand il y a une addiction forte comme celle de l'alcoolisme, à condition que ça soit un vrai alcoolisme, parce que il n'est pas rare aussi que madame vienne dire il est alcoolique alors que monsieur boit relativement peu et qu'on ne peut pas vraiment considérer ça comme un alcoolisme. Mais bon, la question n'est pas là. Dans l'hypothèse d'un vrai alcoolisme, il y a le deuxième point qui est un peu délicat, c'est que l'appétence physique a fini par découler de l'imprégnation alcoolique régulière. Donc il n'est pas rare que parallèlement aux séances centrées sur l'interaction du couple, on doive proposer, on pousse un peu du côté de faire partie d'un groupe de soutien, les fameux alcooliques anonymes par exemple, parce que généralement ces groupes sont très fusionnels. Et d'une certaine manière, ça permettra à la personne alcoolique fusionnelle de supporter l'évolution nécessaire à l'intérieur du couple pendant le temps de la thérapie. Voilà, donc je reviens sur ce thème encore et encore. Ne cherchez pas à lutter contre le symptôme, ne donnez pas des tâches pour faire disparaître le symptôme, parce que ça supposerait qu'il n'est pas bon, alors qu'en réalité, il faut qu'on découvre à quel point il y a quelque chose de positif derrière, et si on veut le faire disparaître, on va faire disparaître quelque chose de positif. Donc, acceptez l'idée que le symptôme, il a quelque chose de positif à dire, et que la vraie question, c'est comment on peut changer les choses au niveau de ce qu'il veut dire, et non pas au niveau de ce qu'il manifeste. Sinon, si vous allez contre le symptôme, et que, mettons, il y en a un des deux qui est porteur du symptôme et l'autre pas, comme c'est souvent. Donc, on va se mettre en alliance avec la personne qui est censée ne pas être porteuse du symptôme, être exclusivement dans la souffrance infligée par l'autre et par le symptôme de l'autre. C'est l'histoire du jeu de sans toi en analyse transactionnelle. Si on refuse ça, si on n'accepte pas de rentrer dans cette alliance avec la personne censée être porteuse, n'être pas porteuse des symptômes, il y a des chances pour que du coup on arrive au fameux 50-50. Ne serait-ce que dans notre tête, ce qui est capital. Le danger, c'est donc l'alliance contre le symptôme, au lieu du travail intérieur pour chercher le sens positif du symptôme, sens positif qui fait que le couple continue. Sinon, il éclaterait. En fait, la seule vraie sortie qu'on pourrait les aider à trouver, si on ne lutte pas contre le symptôme, la seule vraie sortie, c'est de les aider à trouver un couple satisfaisant en réussissant à susciter le sentiment de chacun pour l'enfant vulnérable et merveilleux de l'autre. Ça, c'est un point qui change tout de suite. Et vous l'avez tous connu, ceux qui ont la pratique de la thérapie brève de couple, quand vraiment chacun des deux peut être touché par l'enfant vulnérable et merveilleux de l'autre, il reprend les bases même de l'amour sur lesquelles ils se sont constitués. Voilà, donc ça c'était mes remarques en cours de webinaire. Je me doute que ce thème soulèvera plein de questions dont on pourra parler lors d'un prochain webinaire.